Le métier de CEO est glorifié et envié par beaucoup, avec des salaires faramineux, des avantages et bien d'autres privilèges. Cependant, l'envers du décor est tout autre. Construire une entreprise à succès est difficile et pour avoir un aperçu de ce que ça signifie d'être un CEO, nous allons nous glisser dans la peau de l'un des plus grands CEO de la Silicon Valley, Ben Horowitz. En tant que mentor de dirigeants de licornes comme Airbnb et Deal et bien d'autres encore, Horowitz incarne l'expérience et la sagesse. Dans cet épisode, nous allons explorer les difficultés d'être CEO, les leçons qu'il a apprises en chemin, ainsi que les deux types de dirigeants, les CEO en temps de paix et les CEO en temps de guerre. Et à la fin de l'épisode, je vous laisse réfléchir à quel type de CEO vous êtes ou pourrez être. Et je serai curieux de voir vos réponses en commentaire. Bienvenue sur le podcast des héros, où nous parlons de la tech et apprenons des héros du passé et du présent pour devenir ceux du futur. Je suis votre hôte, Damien Domer. En regardant les statistiques de ce podcast, je me rends compte que plus de 80% de mes auditeurs sur Apple Podcast, Spotify et d'autres plateformes écoutent plus d'un épisode, mais malgré ça, ils ne s'abonnent pas. Et ils ne laissent pas d'étoiles sur Spotify non plus. En fait, ces épisodes prennent énormément de temps à faire, en passant par la recherche, la lecture et le montage des épisodes. Et ils sont 100% gratuits, donc s'il vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous aimez, s'il vous plaît, laissez une note de 5 étoiles ou un petit pouce bleu ou un like ou je sais pas, ça dépend de la plateforme sur laquelle vous m'écoutez en ce moment. Déjà, ça me motive à faire d'autres épisodes et en plus, ça permettra à l'algorithme de proposer ce podcast à un maximum de personnes. Merci. Chaque fois que je lis un livre de management ou de développement personnel, je me dis, c'est bien, mais ce n'était pas vraiment la partie la plus difficile de la situation. Le plus dur n'est pas de fixer un objectif grandiose, audacieux et ambitieux. Le plus dur, c'est de licencier des gens quand on rate ses objectifs. Le plus dur n'est pas d'embaucher des personnes talentueuses. Le plus dur, c'est quand ces personnes talentueuses développent un sentiment de droit acquis et commencent à exiger des choses déraisonnables. Le plus dur n'est pas d'établir un organigramme. Le plus dur, c'est de faire en sorte que les gens communiquent au sein de l'organisation que vous venez de concevoir. Le plus dur n'est pas de rêver grand. Le plus dur, c'est de se réveiller au milieu de la nuit en sueur froide quand le rêve se transforme en cauchemar. Le problème avec ces livres, c'est qu'ils tentent de fournir une recette pour des défis qui n'ont pas de recette. Il n'existe pas de recette pour des situations vraiment compliquées et dynamiques. Il n'y a pas de recette pour construire une entreprise de haute technologie. Il n'y a pas de recette pour diriger un groupe de personnes hors d'une situation difficile. Il n'y a pas de recette pour enchaîner les tubes. Il n'y a pas de recette pour jouer quarterback en NFL. Il n'y a pas de recette pour motiver les équipes quand les affaires ont tourné au désastre. C'est ça le hard thing about hard things. Il n'y a pas de formule pour y faire face. Néanmoins, il existe de nombreux conseils d'expérience. qui peuvent aider à affronter les difficultés. Je ne tente pas de présenter une formule dans ce livre. Au lieu de cela, je présente mon histoire et les difficultés que j'ai rencontrées. En tant qu'entrepreneur, PDG et maintenant capital risqueur, venture capital. Avec capital risqueur, je trouve toujours ces leçons utiles, surtout alors que je travaille avec une nouvelle génération de fondateurs PDG. Construire une entreprise mène inévitablement à des moments difficiles. Je suis passé par là. Je sais ce que c'est. Les circonstances peuvent différer, mais les schémas plus profonds et les leçons continuent de résonner. Au cours des dernières années, j'ai encapsulé ces leçons dans une série de blog posts lus par des millions de personnes. Beaucoup d'entre elles m'ont contacté pour connaître les coulisses de ces leçons. Ce livre raconte ces coulisses pour la première fois et inclut les leçons tirées du blog. J'ai également été inspiré par de nombreux amis, conseillers et membres de ma famille qui m'ont aidé tout au long de ma carrière, ainsi que par la musique hip-hop, rap. Parce que les artistes hip-hop aspirent à être à la fois grands et couronnés de succès et se voient comme des entrepreneurs. Beaucoup des thèmes, la compétition, l'argent, l'incompréhension apportent un éclairage sur les hard things. Je partage mon expérience dans l'espoir de fournir des indices et de l'inspiration à ceux qui luttent pour créer quelque chose à partir de rien. Si vous devez résumer ce livre, c'est exactement ce qu'il vient de dire.
Le gars, lui, il nous raconte ces dingueries qui se sont passées quand il était CEO, dans fin des années 90, début 2000 environ. Il a surmonté des dingueries vraiment tout au long de son parcours. Le nom du livre, c'est Hard Things About Hard Things. C'est The Hard Thing About Hard Things. Donc, la chose difficile à propos des choses difficiles. Je vous conseille vivement de lire ce livre. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, le lien pour acheter le livre se trouve dans la description de la vidéo ou du podcast. Ouais, vidéo parce qu'on est sur YouTube aussi. Bref, dans la description, vous trouverez le lien. Et s'il vous plaît, utilisez mon lien. Parce qu'en utilisant mon lien, vous aiderez le podcast. Merci. Et aussi, comme d'habitude, je tiens à dire que ce livre-ci fait partie de ceux qui sont en anglais. Le titre l'indique même, The Hard Thing About Hard Things, écrit par Ben Horowitz. Et comme à mon habitude, j'ai fait une traduction avec un peu d'anglicisme. J'ai gardé le côté l'anglicisme, le côté un peu English, pour éviter de perdre les mots, de dénaturer le sens des mots. Je déteste quand je dois traduire des choses qui ne sont pas qui perdent un peu leur sens. Un peu comme les films. Vous voyez les films où tu regardes un film, après tu t'écoutes un truc en français, mais ça n'a pas trop de sens, juste parce qu'ils ont traduit bizarrement. Bref. Et pour que vous compreniez la suite du podcast, il faut que je vous dise quand est-ce que ça se situe. Ceux qui ne savent pas, ça se situe au moment de la bulle Internet. Quand la bulle Internet a explosé. En fait, c'est quoi la bulle Internet? J'explique. Il faut que vous compreniez avant qu'on avance, pour ne pas être hors contexte. La bulle Internet, également connue sous le nom de la dot-com bubble, fait référence à une période de croissance rapide et d'investissement spéculatif dans des entreprises basées sur Internet à la fin des années 1990, suivi d'un crash soudain dans les années 2001, ouais. Et c'est ça qu'on appelle la bulle Internet. À cette époque, c'était la folie, l'euphorie. Plein de startups se faisaient financer des millions, allaient en bourse et levaient des milliards même, sans aucune valeur. Il y a des gens qui se lèvent juste un matin, ils ne savent pas ce que c'est qu'écrire une ligne de code, et juste parce qu'ils ont un nom de domaine .com. Et ils ont une société qui porte ce nom-là, ils vont et ils se font financer par des financiers qui injectent des millions et des milliards dans leur société. Au fur et à mesure qu'on injectait des millions dans des sociétés qui ne valaient rien, au bout d'un moment, ça va s'écrouler. Et du coup, ça s'est écroulé. Et c'est ça qu'on appelle la bulle Internet. Donc, voilà. Et il y a plein de livres que je couvre dans ce podcast qui parlent de cette période folle. Dinguerie. Il y avait des dingueries qui se passaient. Par exemple, l'épisode sur la PayPal Mafia, l'épisode 10. Aussi l'épisode sur Peter Thiel. Je pense que c'est l'épisode 7. 9, je crois. Ouais, 9. L'épisode 9. 9 et 10. Et je vous conseille d'aller écouter ces épisodes-là pour comprendre. Et le lien vers les épisodes sont dans la description de cet épisode-ci. Donc voilà. Donc beaucoup de sociétés se sont fait éteindre lors de cette bulle Internet. Et celles qui ont survécu sont celles qu'on connaît aujourd'hui. Amazon, Netflix, PayPal, tous ces grands noms. Ces grands noms-là, c'est les sociétés qui ont survécu au dot-com bubble. Et elles sont là aujourd'hui. Et elles sont les mastodontes qu'on connaît aujourd'hui. Je pense qu'un truc similaire va se passer aussi avec la période de l'intelligence artificielle qu'on voit aujourd'hui. Beaucoup de spéculation, beaucoup d'investissements dans le secteur de l'IA. Tellement. Les startups se font financer bêtement juste à cause de l'IA. Je pense qu'il y aura aussi une bulle et après on verra bien. Bon, maintenant que vous comprenez ce que c'est que la bulle Internet et tout, on peut avancer. Et on revient sur le livre. Le livre commence dans son enfance, mais je ne vais pas parler de ça. Comment est-ce qu'il a découvert l'informatique, comment la société qui a utilisé des ordinateurs pour faire le film Terminator l'a marqué à vie en fait. En fait, c'est cette société-là qui a fait en sorte qu'ils disent mais les ordinateurs, c'est quoi? Il y a un truc passionnant dedans. Comment est-ce qu'ils réussissent à faire un film comme Terminator et tout? Ça l'a marqué à vie et il a décidé de se lancer en informatique quand il était plus jeune. Bon, là, je vais passer tout ça. La partie la plus importante de son enfance, c'est sa rencontre avec Marc Andreessen, un génie en informatique. Et c'est avec ce gars qu'ils allaient faire des milliards dans le futur. Aussi, je vais vous expliquer ce que c'est que la bulle Internet. Il faut aussi que je vous explique qui sont ces deux-là, Ben Horowitz et Marc Andreessen. C'est deux des plus grands noms de la Silicon Valley. Ils ne sont pas connus. Vous connaissez, vous voyez dans les films où il y a des parrains qui sont derrière, qui tirent les ficelles
que personne ne connaît vraiment. Personne ne se doute qu'ils sont là, mais ils sont là, ils tirent les ficelles. Ouais, les deux là sont un peu comme ça. Ils ont un fonds de capital risk ou bien de venture capital. Capital risk, je déteste ce nom-là. C'est plutôt venture capital en anglais, ouais. Et ils ont injecté de l'argent et ils ont été les mentors de plusieurs sociétés qu'on connaît aujourd'hui en Europe, aux États-Unis, partout, comme Airbnb, comme la plus grosse licorne de la société qui a le plus vite atteint le stade de licorne de tous les temps, Deal, la société qu'on appelle Deal, ouais. Ils ont mis de l'argent dedans et ils contrôlent beaucoup de gros acteurs de la Silicon Valley. Le nom de leur fonds d'investissement, c'est A16Z, Andreessen Horowitz. Ils ont conçu ce fonds-là après des événements qui se déroulent dans ce livre-ci. Mais sauf qu'ils se sont rencontrés dans les années 90. Et je vous raconte. Un jour, alors que je travaillais chez Lotus, un de mes collègues m'a montré un nouveau produit appelé Mosaic, qui avait été développé par des étudiants de l'Université d'Illinois. Mosaic était essentiellement une interface graphique pour Internet, une technologie auparavant utilisée uniquement par les scientifiques et les chercheurs. Cela m'a époustouflé. C'était tellement évident que c'était l'avenir. Et il était tout aussi évident que je perdais mon temps à travailler sur autre chose que l'Internet. Quelques mois plus tard, j'ai lu un article sur une entreprise appelée Netscape qui avait été cofondée par l'ancien fondateur de Silicon Graphics, Jim Clark, et l'inventeur de Mosaic, Marc Andreessen. J'ai immédiatement décidé que je devais passer un entretien pour un poste là-bas. J'ai appelé un ami qui travaillait chez Netscape et je lui ai demandé s'il pouvait m'obtenir un entretien avec l'entreprise. Il a accepté et je me suis mis en route. Lors de mes premiers entretiens, j'ai rencontré toute l'équipe de gestion de produits. Je pensais que les réunions s'étaient bien passées, mais quand je suis rentré chez moi, ce soir-là, Felicia était en larmes. Le recruteur de Netscape m'avait appelé pour me donner quelques conseils. Et Felicia avait répondu, Felicia c'est sa femme. C'était avant l'époque des téléphones portables omniprésents. Ouais, les téléphones fixes. Il précise entre guillemets que, en fait, c'était les téléphones fixes. Avant qu'il ne rentre chez lui, elle a dû décrocher le téléphone fixe. À l'époque, là, il n'y avait pas les téléphones qu'on porte partout. C'est ce qu'il essaie d'expliquer là. Le recruteur lui avait dit qu'il était peu probable que j'obtienne le poste, car le groupe recherchait les candidats ayant un MBA de Stanford ou de Harvard. Felicia a suggéré que je pourrais peut-être retourner à l'école. Sachant que nous avions 3 enfants, elle savait que c'était irréaliste, d'où les larmes. J'ai expliqué que les recruteurs n'étaient pas des responsables d'embauche et qu'ils pourraient me considérer malgré mon manque de formation en gestion. Le lendemain, le responsable de recrutement m'a rappelé pour me faire savoir qu'il voulait que j'interviewe avec le cofondateur et CTO, Chief Technology Officer, Marc Andreessen. Il avait 22 ans à l'époque. Génie de l'informatique. Avec le recul, il est facile de penser que le navigateur web et Internet étaient inévitables. Mais sans le travail de Marc, il est probable que nous vivrions dans un monde très différent. À l'époque, la plupart des gens pensaient que seuls les scientifiques et les chercheurs utiliseraient Internet. Internet était considéré comme trop exotérique, peu sécurisé et trop lent pour répondre aux besoins réels des entreprises. Même après l'introduction de Mosaic, le premier navigateur au monde, presque personne ne pensait qu'Internet serait significatif au-delà de la communauté scientifique. Surtout pas les leaders les plus importants de l'industrie technologique qui étaient occupés à construire des alternatives propriétaires. Les favoris écrasants pour dominer la course, pour devenir la soi-disant autoroute de l'information étaient des technologies propriétaires concurrentes de puissance industrielle telles qu'Oracle et Microsoft. Leurs histoires captivaient l'imagination de la presse économique. Là, avant l'ère Internet, Microsoft de Bill Gates et Oracle de Larry Ellison construisaient leur réseau qui allait soi-disant être l'autoroute de Information Superhighway, l'autoroute de l'information, donc une sorte d'Internet. Ce n'était pas illogique, puisque la plupart des entreprises n'utilisaient même pas de TCP/IP, la base logicielle d'Internet. Ouais, c'est un protocole avec lequel les ordinateurs communiquent à travers Internet. C'est ça qu'il entend par TCP/IP. C'est le nom d'un protocole. Bref. La plupart des entreprises n'utilisaient même pas TCP/IP, la base logicielle d'Internet. Elles utilisaient des protocoles de réseau propriétaires comme
AppleTalk, NetBIOS et SNA. Ça, c'est d'autres protocoles encore. Aussi tard qu'en novembre 1995, Bill Gates a écrit un livre intitulé The Road Ahead, dans lequel il prédisait que l'autoroute de l'information, un réseau reliant toutes les entreprises et les consommateurs dans un monde de commerce sans friction, serait le successeur logique d'Internet et dominerait l'avenir. Gates est ensuite revenu sur son texte et a remplacé les références de l'autoroute de l'information par Internet. Mais ce n'était pas sa vision initiale. Après Mosaic, même Marc Andreessen et son cofondateur Jim Clark avaient initialement prévu un business de distribution de vidéos fonctionnant sur l'Information Superhighway, propriétaire et non sur Internet. Ce n'est que bien plus tard dans le processus de planification qu'ils ont décidé qu'en améliorant le navigateur pour le rendre plus sécurisé, plus fonctionnel et plus facile à utiliser, ils pourraient faire d'Internet le réseau du futur. Et cela devint la mission de Netscape, une mission qu'ils accompliraient brillamment. Là, on est en train de parler de l'époque avant qu'Internet ne se démocratise. Aujourd'hui, vous m'écoutez sur Internet, mais vous voyez à l'époque là, les géants Bill Gates, Microsoft, ils étaient en train de créer une vision de réseau qui n'était pas Internet. Et c'est ce génie-là, Marc Andreessen, avec le navigateur. Aujourd'hui, vous m'écoutez sur Chrome, sûrement. Vous avez sûrement cliqué sur un lien qui navigue sur Chrome, Google Chrome, ou sur Edge, ou sur Mozilla Firefox, ou sur Safari. Je ne sais pas, quelque part. Mais l'ancêtre de tout ça, c'était Mosaic. Et ça existait dès les débuts d'Internet. Et c'est grâce à ça, ce que Marc Andreessen a créé, qu'on pouvait naviguer sur Internet de façon sécurisée. En fait, c'est... Donc voilà, si vous ne connaissez pas qui est Marc Andreessen, je vous conseille de Google. Et une petite anecdote, dans l'une des biographies d'Elon Musk, je pense que c'est... Non, dans le livre de PayPal, bon bref, je ne m'en rappelle plus trop. Mais Elon Musk, quand il était plus jeune, rêvait de travailler avec Marc Andreessen. Le grand Elon Musk que vous voyez, il rêvait de travailler avec Netscape. Et pour avoir un poste, il est allé camper dans les locaux de Netscape. Mais sauf qu'il n'avait pas assez de cran pour parler à qui que ce soit. Il était très timide à l'époque. Et du coup, après quelques temps, juste resté pour le planter là comme un poteau. Il a tourné son dos, il s'en est allé. Et puis, bouf, voilà. Mais il voulait vraiment travailler avec Marc Andreessen à l'époque. C'était un peu comme le rêve d'Elon Musk. Et aussi, vous notez que cette partie nous dit à quel point c'est difficile de prédire l'avenir des technologies et tout. Bref, ça c'était avant qu'il ne soit CEO. Je voulais juste vous montrer un peu le contexte dans lequel il évolue petit à petit pour arriver au poste de CEO. Là, c'est difficile de prédire le futur et tout. Aussi, une petite parenthèse. Pendant que les États-Unis, le monde entier, bon, principalement les États-Unis étaient dans le délire d'Internet, il y avait un pays plus petit et moins puissant, la France. Eux, ils avaient créé leur version d'Internet aussi qu'on appelait le Minitel. C'était une dinguerie ici à l'époque, en France. Mais genre, Minitel, c'était partout. C'était l'Internet de l'époque, quoi. Mais ce réseau-là a été confié au gouvernement et les lenteurs administratives du gouvernement et tout, il n'a jamais quitté la France. Pourtant, c'était une tuerie. Et c'est grâce à ça que des gens comme le plus grand entrepreneur, le Elon Musk français, quoi, Xavier Niel, il s'appelle Xavier Niel, et il a décollé grâce à ça, grâce au Minitel et tout. Et il s'est fait de l'argent. Bref, écoutez mon épisode. Et il a me sorti une nouvelle biographie, je vais l'acheter et je vais la lire. Écoutez l'épisode, je pense que c'est l'épisode 7, oui. Le lien dans la description à propos de Xavier Niel. Xavier Niel, c'est le hacker qui est devenu milliardaire. Comment est-ce qu'un hacker qui était dans les banlieues, il ne vient pas d'une famille riche, comment est-ce qu'il a fait pour devenir milliardaire? Si vous voulez savoir, écoutez l'épisode là. Du coup, tout marchait bien pour eux et pour Netscape, l'entreprise où finalement il a été embauché par Netscape et il a rejoint Marc Andreessen. Donc Ben Horowitz et Marc Andreessen travaillaient dans la même société. Et ce qui s'est passé, c'est que tout marchait tellement bien, ils se faisaient tellement d'argent. C'était comme ils imprimaient de l'argent, quoi. Jusqu'au jour où Microsoft décida de passer à l'attaque. Microsoft les a écrasés. Bill Gates était... Merde. Je ne sais pas comment vous dire ça. C'était un conquérant. Écoutez l'épisode que j'ai fait sur lui. Un monstre quand il était jeune. Du coup, il est venu. Il a vu que Netscape marchait bien. Il a dit non. Moi, je vais prendre leur part de marché. Je vais les écraser.
Comment il a fait ça? Déjà, Netscape, leur produit était un navigateur web qui passait par Internet, le premier et le seul à l'époque. Donc, ils avaient un monopole. Bill Gates, qui lui avait le monopole des systèmes d'exploitation, il avait 95% du marché des systèmes d'exploitation à l'époque avec Windows. Il a décidé que bon, nous, on va créer un browser, on va l'installer gratuitement. Et ce browser-là, c'est Internet Explorer. Je pense que vous qui êtes assez vieux, vous connaissez ce que c'est. Et grâce à ça, vu que ça venait gratuit sur les ordinateurs, plus personne ne s'intéressait vraiment à Mosaic de Netscape et tout. Et c'est comme ça qu'il a fait écraser la société. Ils sont passés par des temps difficiles. Et finalement, Netscape s'est fait racheter par AOL. Et voilà. Mais malgré ça, Marc Andreessen s'était fait beaucoup d'argent. Énormément d'argent. Quand il était CTO de la société. Il s'est fait beaucoup d'argent. Et donc voilà, et c'est l'une des raisons pour lesquelles Microsoft a été détesté pendant des décennies dans le monde de l'informatique. Parce que Bill Gates était un conquérant, il écrasait tout le monde. Je dis il écrasait. Quand il voit qu'il ne peut pas vous écraser, il vous copie. Par exemple, Excel, vous utilisez Excel aujourd'hui, vous tous. Ou bien, je ne sais pas, Google Sheet est venu un peu prendre quelque part du marché, mais Excel est partout. Word, par exemple, partout. Tout ça, c'était des logiciels que d'autres concurrents faisaient. Hein. Bill Gates a juste vu que merde, le business là marche. Qu'est-ce qu'on va faire? On copie. Il copie, vous écrase. Il copie, vous écrase. Bref. Et pourquoi est-ce que... Bon, ça c'est entre parenthèses, il n'explique pas ça dans le livre. Pourquoi est-ce que Bill Gates et Microsoft ont décidé d'attaquer Netscape? Bon, pour tous les geeks comme moi qui écoutent, c'est parce que Marc Andreessen, lors d'une interview, a traité Windows d'assemblage de drivers mal débogués. Donc, c'est un affront. Windows, le système d'exploitation d'un assemblage de drivers qui ont été mal débogués, quoi. Et Bill Gates a mal pris ça. Il ne dit pas ça dans le livre, mais j'ai vu plusieurs documentaires à propos de cette époque-là. Assez de documentaires pour vous dire ce qui est l'une des raisons pour lesquelles il a décidé d'attaquer, quoi. Et encore une fois, écoutez l'épisode 13 du podcast sur l'ascension de Bill Gates. Comment est-ce que Bill Gates a fait pour être l'homme le plus riche pendant des années? Vous verrez que derrière le monsieur gentil qui est philanthrope aujourd'hui, là, quand le gars était jeune, il était Gengis Khan. Je ne sais pas si vous connaissez Gengis Khan. Un monstre. Maintenant que vous savez d'où il vient, comment est-ce qu'il a rencontré Marc Andreessen et tout, rentrons dans le vif du sujet. La folie et la terreur de la bulle Internet. Après l'épisode de Netscape, Ben Horowitz, le CEO dont on parle, décida de créer sa propre société et de s'associer avec Marc Andreessen. Et quand ils ont lancé leur société, ils ont levé des fonds directs, beaucoup d'argent. Et voici ce qui s'est passé. La valorisation et la taille du financement étaient révélateurs de l'époque et créaient l'impératif de grandir rapidement et de capturer le marché avant que des concurrents également bien financés ne puissent le faire. Andy m'a dit, Ben, réfléchis à la manière dont tu pourrais gérer une entreprise si le capital était gratuit. Gratuit. 2 mois plus tard, nous levions 45 millions de dollars supplémentaires auprès de Morgan Stanley sous forme de dette, sans clause respective ni paiement pendant 3 ans. Donc la question d'Andy était plus proche de la réalité qu'on ne pourrait le penser. Néanmoins, que ferais-tu si le capital était gratuit est une question dangereuse à poser à un entrepreneur. C'est un peu comme demander à une personne en surpoids « Que ferais-tu si la crème glacée avait exactement les mêmes valeurs nutritionnelles que le brocoli ?» La réflexion que cette question engendre peut être extrêmement risquée. Naturellement, j'ai suivi ce conseil à la lettre. Nous avons rapidement développé notre infrastructure cloud et commencé à signer des clients à un rythme rapide. En moins de 7 mois après notre création, nous avions déjà enregistré 10 millions de dollars en contrat. LoudCloud décollait. LoudCloud, c'est le nom de la société qu'il a créée. LoudCloud décollait, mais nous étions engagés dans une course contre la montre et contre la concurrence. Cela signifiait embaucher les meilleures personnes et offrir le plus large service cloud possible, ce qui nécessitait de dépenser beaucoup d'argent. 6 mois après notre lancement, nous avions près de 200 employés. Wow, 6 mois seulement, 200 employés. La Silicon Valley était en effervescence. Et LoudCloud faisait la une d'un article de Wired, présenté comme
entre guillemets, le retour en force de Marc Andreessen, qui est son cofondateur. Ouais. Nous avons quitté notre premier bureau où l'on faisait sauter les plombs si on utilisait le micro-ondes et la cafetière en même temps pour un entrepôt de 15 000 pieds, 15 000 mètres carrés à Sunny Valley, qui était déjà trop petit pour nous au moment où nous nous y sommes installés. Au courant du trimestre suivant, nous avons signé pour 27 millions de dollars de nouveaux contrats, alors que notre entreprise avait moins de 9 mois. Wow. Il semblait que nous construisons la plus grande entreprise de tous les temps. Puis est venu le grand crash des dot-com, le dot-com bubble. Le Nasdaq a atteint un sommet de 5000, bref, un sommet de beaucoup de points, le 10 mars 2000, l'an 2000, le 10 mars de l'an 2000, plus du double de sa valeur de l'année précédente, avant de chuter de 10% 10 jours plus tard. Un article de couverture de Barron's, un journal Barron's intitulé Burning Up, prévoyait ce qu'il allait arriver. En avril, après que le gouvernement a déclaré Microsoft un monopole, l'indice a chuté encore plus bas. Les startups ont perdu une immense valeur. Les investisseurs ont perdu d'énormes sommes d'argent. Les entreprises .com, autrefois considérées comme les précurseurs d'une nouvelle ère économique, ont fait faillite presque du jour au lendemain et sont devenues connues sous le nom de dot-bombs. Les dot-coms étaient dot-bombs maintenant. Comme les bombes, ouais. Le Nasdaq est finalement tombé sous la barre de 1200 points, donc de 5000 et quelques à 1200. Une chute de 80% par rapport à son sommet. Donc une chute de 80% les actions d'entreprise. 80%, ça c'est un bain de sang en l'an 2000. Nous pensions que notre entreprise était peut-être la plus à croissance rapide de tous les temps à ce moment-là. C'était la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que nous devions lever encore plus d'argent dans ce climat désastreux. Presque la totalité des 66 millions de dollars en fonds propres et en dette que nous avions levés avait déjà été dépensée dans notre quête de construire le service cloud numéro 1 et de soutenir notre base de clients qui connaissait alors une croissance rapide. Le crash des dot-com avait effrayé les investisseurs et lever des fonds n'allait pas être facile. D'autant plus que la plupart de nos clients étaient des startups .com. Bon, cela est devenu assez clair lorsque nous avons présenté l'affaire à la société japonaise SoftBank Capital. SoftBank, c'est une société qui investit dans d'autres sociétés. Mon ami et membre du conseil d'administration de LoudCloud, Bill Campbell, connaissait bien les gens de SoftBank et a proposé d'obtenir quelques informations en coulisses après la présentation. Lorsque mon assistante m'a dit que Bill était en ligne, j'ai rapidement décroché le téléphone. J'étais impatient de savoir où nous en étions. J'ai demandé Bill, qu'ont-ils dit? Bill a répondu de sa voix rock de coach Ben. Honnêtement, ils ont pensé que tu fumais du crack. Avec près de 300 employés et très peu de liquidités restantes, j'avais l'impression que j'allais mourir. C'était la première fois que je ressentais cela en tant que PDG de LoudCloud, mais certainement pas la dernière. Les moments difficiles commencent. Tu lances ta start-up, ta société avec des millions. On te dit au début, dirige ta société comme si le capital était gratuit. Voilà, les contrats. Puis, bam, la bulle commence. Et là, il va voir SoftBank, qui est l'un des investisseurs les plus généreux du marché même. SoftBank, dirigé par Masayoshi Son, un milliardaire japonais qui investit. Il investit quand... En fait, sa façon d'investir est trop drôle. Il y a des investissements qu'il a fait en regardant le fondateur de la start-up dans les yeux. Il dit, toi, je vois la flamme dans ton regard. Et je sais que tu vas multiplier mon argent. Du coup, il investit. Donc, il est impulsif. Mais même lui a refusé d'investir dans la start-up là parce que c'était un bain de sang dans le marché boursier. Bref, revenons à l'histoire. J'avais encore besoin de lever des fonds. Bon, ceux qui m'écoutent, qui ne savent pas ce que c'est que lever des fonds, tout ça. En fait, quand une entreprise a besoin d'argent, en général, il peut faire rentrer dans son capital, demander aux gens lambda ou bien des investisseurs professionnels de leur donner de l'argent contre des parts de l'entreprise. C'est un peu ça la levée de fonds. Bon, je dis ça juste. Donc, j'ai une audience un peu diverse. Donc, bref, j'avais encore besoin de lever des fonds. Mais cette fois, l'environnement était encore pire. Au 4e trimestre de l'an 2000, j'ai rencontré toutes les sources de financement possibles, y compris le prince Al-Walid bin Talal d'Arabie Saoudite,
Mais personne n'était prêt à investir de l'argent, aucune valorisation. Nous étions passés du statut de start-up la plus en vogue de la Silicon Valley à celui d'entreprise non finançable en 6 mois. En 6 mois, avec 477 employés et un business qui ressemblait à une bombe atomique. Je cherchais des réponses. Je pensais à ce qui pourrait arriver si nous manquions complètement d'argent. Devoir licencier tous les employés que j'avais soigneusement sélectionnés et embauchés, perdre tout l'argent de mes investisseurs, mettre en péril tous les clients qui nous faisaient confiance pour leur activité, rendait difficile la concentration sur les possibilités. Marc Andreessen a tenté de me remonter le moral avec une blague qui à l'époque n'était pas si drôle. Marc dit, tu sais ce qu'il y a de mieux dans les startups? Ben répond, quoi? Marc dit, tu ne ressens jamais que 2 émotions, l'euphorie et la terreur. Et je trouve que le manque de sommeil les accentue toutes les deux. La punchline, c'est devenu une punchline célèbre. Allez taper ça sur Google, vous verrez. Tu ne ressens, quand tu crées une startup, tu ne ressens que 2 émotions, l'euphorie et la terreur. Et je trouve que le manque de sommeil les accentue toutes les deux, ces 2 émotions-là. Mais avec le temps, ils ont réussi un petit peu à remonter la pente. À force de travail acharné et tout, ils ont remonté la pente. Mais dans la vie d'un CEO, c'est pas si facile. Comment dire en anglais, shit happens. Avez-vous déjà pensé à comment faire bon usage de votre temps quand vous êtes dans une salle d'attente, un taxi ou les transports en commun? Ce que moi je fais dans ces situations, c'est d'écouter des livres audio avec Audible. Audible est une plateforme où vous pourrez écouter des milliers de livres audio. Si vous utilisez mon lien doomer.me/audible, donc doumer.me/audible, vous pourrez écouter gratuitement, l'un des livres que je couvre dans ce podcast, ou tout autre livre de votre choix. Si bien sûr c'est la première fois que vous vous inscrivez sur Audible, le lien se trouve dans la description. Malgré l'énorme élan négatif, nous avons préservé et étions en train de réaliser un trimestre assez solide au 3e trimestre de 2021. En 2021, puis le 11 septembre, des terroristes ont détourné 4 avions de ligne en faisant s'écraser 2 contre le World Trade Center et un autre contre le Pentagone, plongeant le monde entier dans le chaos. Il se trouve que notre plus gros contrat de ce trimestre-là était avec le gouvernement britannique. Il représentait 1/3 de nos réservations et sans lui, nous allions rater largement nos objectifs trimestriels. Notre interlocuteur sur ce contrat nous a appelés pour nous informer que le Premier ministre Tony Blair, le Premier ministre de l'époque, avait redirigé les fonds destinés à notre accord vers le budget de guerre, littéralement. Par miracle, notre directeur commercial a réussi à convaincre un des collaborateurs de Tony Blair de récupérer les fonds, ce qui a permis de conclure le contrat et d'atteindre les objectifs du trimestre. Chaud. D'abord, c'était le crash des dot-com qui a démoli sa croissance. Puis maintenant, il y a les bombes, les terroristes. Néanmoins, ce coup de chance m'a fait comprendre que toute l'opération était bien trop fragile. J'ai eu un autre avertissement lorsque notre plus grand concurrent, Exodus, a déposé le bilan le 26 septembre. C'était une faillite vraiment incroyable, étant donné que l'entreprise avait été valorisée à 50 milliards de dollars un peu plus d'1 an auparavant. C'était d'autant plus remarquable qu'Exodus avait levé 800 millions de dollars pour un, entre guillemets, plan entièrement financé seulement 9 mois plus tôt. Un cadre d'Exodus m'avait ensuite fait cette blague. Quand nous avons plongé dans le précipice, nous n'avons même pas laissé de traces de freinage. Ça, c'est la blague. Si Exodus pouvait perdre 50 milliards de dollars de capitalisation boursière et 800 millions de dollars de liquidité aussi rapidement, j'avais besoin d'un plan de secours. Le mec était tellement désespéré. Un tas de difficultés lui faisait perdre la tête. Puis, à force de tordre son cerveau, il a eu une idée. Il s'est posé la question, quelle est la pire chose qui puisse arriver? La réponse revenait toujours la même. Nous ferions faillite. Je perdrais l'argent de tout le monde, y compris celui de ma mère. Je devrais licencier toutes les personnes qui ont travaillé si dur dans une économie très difficile.
Tous les clients qui m'ont fait confiance seront lésés et ma réputation sera ruinée. C'est drôle. Poser cette question ne m'a jamais vraiment fait me sentir mieux. Puis, un jour, je me suis posé une autre question. Que ferais-je si nous faisions faillite? La réponse que j'ai trouvée m'a surpris. J'achèterais notre logiciel Opsware qui fonctionne dans l'OutCloud en sortant de la faillite et je lancerai une société de logiciels. Opsware était le logiciel que nous avons développé pour automatiser toutes les tâches de gestion cloud, provisionner des serveurs et des équipements de réseau, déployer des applications, récupérer l'environnement en cas de sinistre, etc. Ensuite, je me suis posé une question. Y a-t-il un moyen de faire cela sans faire faillite? Très bonne question. Il s'est posé les bonnes questions. Et il a eu cette idée. Et cette idée-là a aidé à soulager son entreprise. Ça a aidé à soulager les finances de la société, vu qu'ils ont fait un petit pivot où ils ont vendu le logiciel et tout. Mais il y a une chose quand vous êtes à la tête d'une entreprise. Les raisons pour lesquelles être un CEO est difficile. Très difficile. Et la difficulté ne vient pas seulement des événements qu'il y a autour ou bien les événements qui se passent. Mais, écoutons, en raison de ma position et du fait que nous étions une entreprise cotée en bourse, personne d'autre que moi n'avait une vue d'ensemble complète. Je savais que nous étions dans une situation extrêmement critique. Personne d'autre que moi ne pouvait nous sortir de ce pétrin. Et j'en avais assez d'écouter les conseils de personnes qui ne comprenaient pas tous les aspects de la situation. Je voulais obtenir toutes les données et les informations possibles, mais je n'avais besoin d'aucune recommandation sur l'avenir de l'entreprise. C'était une période de guerre. La survie ou la chute de l'entreprise dépendrait de la qualité de mes décisions et il n'y avait aucun moyen de fuir ou d'atténuer cette responsabilité. Quand tu es un CEO, tu fais face à un mur. En fait, tu ne cries à l'aide à personne, mais tout le monde t'appelle au secours. Et tu assumes les risques. Et ceux à qui tu demandes des conseils ils ne vont jamais comprendre ta situation. C'est ce qu'il essaie d'expliquer. Et c'est ça qui rend ça un peu lonely. C'était lundi matin et nous étions prêts à prendre la route mardi pour lever le pipe. Lorsque j'ai reçu l'appel, entre guillemets, Ben, le PDG d'Atriax, est au téléphone. Dois-je le passer? Atriax, une plateforme d'échange de devises en ligne soutenue par Citibank et Deutsche Bank, était notre plus gros client. Atriax nous versait plus d'1 million de dollars par mois et avait un contrat garanti de 2 ans. J'étais en pleine réunion avec Deb Casados, ma vice-présidente des ressources humaines, mais j'ai dit « passez-le-moi ». Il m'a alors informé qu'Atriax était en faillite et ne pouvait pas payer les 25 millions de dollars qu'il nous devait. C'était comme si le monde avait cessé de tourner. J'étais resté là, hébété, jusqu'à ce que j'entende la voix de Deb disant « Ben, veux-tu que nous reportions la réunion ?» J'ai répondu « oui ». J'ai ensuite marché lentement vers le bureau de mon directeur financier pour évaluer les dégâts. C'était pire que ce que je pensais. Étant donné l'importance de la perte de ce contrat, nous ne pouvions pas lever de fonds sans d'abord divulguer que nous avions perdu notre plus gros client et que 25 millions de dollars manquaient à notre plan financier. Nous avons mis en pause la tournée de levée de fonds pour le pipe et publié un communiqué de presse. Le cours de l'action a immédiatement chuté de 50% et avec une capitalisation boursière en forte baisse à 160 millions de dollars, nous ne pouvions plus lever les 50 millions de dollars en pipe. Plan qui était déjà 50 millions de dollars de l'équilibre était désormais avec la perte d'Atriax à 75 millions de dollars de l'équilibre sans aucun moyen de combler ce fossé. L'OutCloud était condamné. Je devais déployer Oxide. La situation était complexe car 440 de nos 450 employés travaillaient dans le secteur du cloud qui représentait tous nos clients et générait 100% de nos revenus. Je ne pouvais pas informer les employés ni même mon équipe de direction que j'envisageais d'abandonner le secteur du cloud car notre cours de bourse se serait effondré, tuant tout espoir de vendre l'entreprise et d'éviter la faillite. La personne dont j'avais besoin, en qui j'avais confiance, était John O'Farrell. John dirigeait les opérations et le développement des entreprises, mais plus que cela, il était la personne la plus talentueuse pour les grands accords que j'avais jamais connus. J'ai dit à John que lui et moi devions exécuter un plan de contingence, contingency plan en anglais, genre un plan d'urgence, et que nous devions commencer immédiatement. Ce serait un projet à deux pour débuter.
Et nous avions besoin que tout le monde se concentre sur la tâche actuelle, qui est réduire la consommation de trésorerie de LoudCloud. Ensuite, j'ai appelé Bill Campbell pour lui expliquer pourquoi je pensais que nous devions sortir du secteur du cloud. Et sa société LoudCloud était en train de faire faillite et, je reprends, Bill savait ce qu'était la crise, puisqu'il avait été PDG de Go Corporation en début des années 90. En substance, Go avait tenté de construire un appareil semblable à l'iPhone en 1992 et cela s'était terminé par l'une des plus grandes pertes de capital risque de l'histoire. J'ai expliqué à Bill ma logique. La seule façon de sortir du secteur du cloud sans faire faillite était d'augmenter les ventes. Car même si nous licencions 100% de nos employés, les coûts d'infrastructure nous achèveraient sans aucune augmentation rapide des ventes. J'ai ajouté que la diminution de nos trésoreries réduisait la confiance des clients, ce qui nuisait aux ventes et par conséquent faisait encore baisser nos trésoreries. Il a simplement dit la spirale. Je savais qu'il avait compris. John et moi avons cartographié l'écosystème pour déterminer quelle entreprise pourrait être intéressée par l'acquisition de LoudCloud, donc leur entreprise actuelle. Malheureusement, beaucoup des acheteurs potentiels étaient eux-mêmes en difficulté. Les géants des télécommunications, Quest et WorldCom, étaient impliqués dans des affaires de fraude comptable et Exodus était déjà en faillite. Wow. Nous avons décidé de nous concentrer sur les trois acheteurs les plus probables, IBM, Cable & Wireless et EDS, 3 grandes entreprises aux États-Unis. Ça, c'est un vrai temps de crise. Avec leur nouveau pivot et leur logiciel qui en a résulté, la bonne nouvelle est qu'ils ont pu changer le cap et avoir un peu de temps de répit. Mais le souci, c'est que quand tu es un CEO, les autres se reposent. Mais tu dois prédire le danger. Tu dois voir au-delà de ce que les gens voient dans ton entreprise. Et il y avait un grand danger qui était en vue. Et aussi, ce que je ne vais pas raconter dans l'épisode, dans le podcast, mais il y avait aussi sa femme entre-temps qui avait des ennuis, des soucis de santé et qui était gravement malade. Genre, elle était sur le point de délaisser la vie, quoi. En même temps, avec tout ce qui se passait là. C'est chaud. Hein. En fait, la vie n'en a... Quand on lit ces livres, on se rend compte, même nous-mêmes dans nos vies, nous tous, on a des moments difficiles. Mais il y a un truc. Même ceux qui réussissent, ils ont des moments très difficiles, souvent même plus difficiles que ceux qui n'essayent pas, ceux qui ne prennent pas la voie du succès. Et en fait, la vie n'en a rien à foutre que tu sois à terre quand les difficultés arrivent. On n'en a rien à foutre. Steve Jobs avait pour habitude de dire ceci. Sometimes life hits you in the head with a brick. Don't lose faith. Donc, il dit, souvent la vie a tendance à te jeter des pierres sur la tête. Ne perds pas la foi. C'est ce qu'il dit. Lui-même, il a subi. Les difficultés s'enchaînent. Tu essaies de résoudre un problème, un autre surgit. Tu penses que tu fais ton bilan comptable pour faire une prévision sur l'année et tu te rends compte que ton plus gros et seul client te laisse tomber. Pourquoi? Pas parce qu'il a même fait exprès, parce que lui aussi il a fait faillite. Et tu te rends compte que même si tu vires 100% de tes employés, ta boîte ne pourra pas survivre. C'est la situation dans laquelle il se trouve. Je répète ça pour que vous voyez un peu l'ampleur de ce qu'on est en train de lire là. Tu vires 100% de tes employés, mais ta société fera toujours faillite malgré le fait que tu économiseras sur 100% de leur salaire. Pourquoi? Parce qu'il y a le coût des clouds, le coût du cloud. Et c'est les clients qui sont censés payer en partie le coût du cloud. Genre, ils hébergent leurs trucs sur ton cloud, quoi. Un peu comme Amazon, Azure et tout ça, bon, pour les techos qui m'écoutent. Et le cloud, c'est un peu genre où on héberge les sites web, là. Si ceux qui ne sont pas techos qui m'écoutent. Où on héberge ton site web sur Internet. YouTube, par exemple, ou Spotify, où vous m'écoutez, c'est hébergé dans le cloud. Oui. Et c'est parce que le code réside dans ce cloud-là qu'on réussit, que vous pouvez m'écouter aujourd'hui. Donc, du coup, c'est un peu la situation dans laquelle il se trouvait. Et imaginez vous être dans cette situation. Qu'est-ce que vous aurez fait comment? Avec leur nouveau pivot et leur logiciel qui en a résulté, ils ont pu changer le cap et avoir un peu de temps de répit, vu que c'était la tempête jusqu'ici, comme on a vu. Mais le souci est que quand tu es un CEO, les autres se reposent, mais tu dois diriger, tu dois prédire
le danger aussi. Et un grand danger était en vue en fait. Il voyait ça à l'horizon. Et il s'est dit, avec un produit perdant, un cours de l'action en chute libre et une équipe épuisée, je savais que nous étions en difficulté. Pour aggraver les choses, Mark Andreessen, qui travaille exclusivement avec moi sur LoudCloud et Opsware en tant que président du conseil d'administration à temps plein, avait décidé de fonder une autre entreprise, Ning. Le succès ou l'échec d'Opsware dépendait vraiment de l'équipe et de moi à ce stade. Mais le timing était terrible. Non seulement l'entreprise était en train de couler, mais notre porte-parole le plus visible allait se concentrer sur autre chose. Après tout ce que nous avions traversé, comment pourrais-je demander à l'équipe de gravir une nouvelle montagne? Impossible. Comment pourrais-je trouver la force de le faire moi-même? Je sentais que je n'avais plus d'histoire, plus de discours et plus de motivation en moi. J'ai décidé d'être honnête avec l'équipe et de voir ce qui se passerait. J'ai convoqué une réunion avec toute l'équipe d'ingénierie et j'ai prononcé le discours suivant. J'ai de mauvaises nouvelles. Nous nous faisons battre par Blade Logic et c'est un problème de produit. Si cela continue, je vais devoir vendre l'entreprise à prix bas. Il n'y a aucun moyen pour nous de survivre si nous n'avons pas le produit gagnant. Donc je vais avoir besoin que chacun d'entre vous fasse quelque chose. Ce soir, je veux que vous rentriez chez vous et que vous ayez une conversation sérieuse avec votre femme, mari, compagne ou compagnon ou toute autre personne qui vous est chère et que vous leur disiez « Ben a besoin de moi pour les 6 prochains mois. J'ai besoin que vous arriviez tôt et rentriez tard. Je vous paierai le dîner et je resterai ici avec vous. Ne vous méprenez pas. Il ne nous reste qu'une seule balle dans le chargeur et nous devons toucher la cible. » Son discours, s'il me rappelle le même discours que Phil Knight, le fondateur de Nike, avait fait quand sa boîte venait de perdre son partenariat ultime. Genre le seul partenariat qu'ils avaient qui leur permettait de vendre des chaussures, d'importer des chaussures du Japon et de les vendre aux États-Unis. Et aussi, cette partie-ci, lui, dans le livre, il dit il avait l'impression, sur le moment, que son discours, le discours de Ben Horowitz, que son discours était le pire discours de tous les temps. Mais sauf que des années plus tard, il a pensé, à ce moment-là, quand il écrivait le livre, il a relu la lettre qu'un des employés lui avait envoyée, lui disant que la période de difficulté là était la meilleure période de sa vie. La période où ils ont bossé le plus acharnement, ils ont eu le plus de résultats positifs. Et donc, comme quoi, les périodes difficiles, souvent, ça soude. Ça rend soudé, quoi. Ça noue les liens. Ouais, la bonne chose que je peux vous dire, c'est que à la fin de toutes ces difficultés, sa société a réussi à s'en sortir. Il a réussi à faire remonter la pente avec son équipe. Ils ont réussi à vendre la société après pour plus d'1 milliard de dollars. Donc, ils ont réussi à être rentables et tout et tout. Tous les investissements étaient bons, positifs. Et tout ça grâce à son acharnement. Il y a une partie dans le livre que je ne pense pas avoir mentionnée, mais au début, quand il venait de créer LoudCloud, sa société, après avoir quitté Netscape, vu qu'il était PDG, des investisseurs lui demandaient, lui le PDG, on lui demandait quand est-ce que tu vas trouver un vrai PDG, genre un vrai CEO. Genre c'était pour signifier son incompétence en fait. Et lui-même il pensait qu'il était extrêmement incompétent. Il pensait qu'il était le seul qui passait par des difficultés. Et autour de lui, personne ne laissait paraître les difficultés par lesquelles il passait. Personne. Du coup, il pensait qu'il était très mauvais dans son boulot. Mais il y a une chose qu'il dit après dans le livre. Là, je ne l'ai pas mentionné, mais c'est dans le livre. Il dit que des années plus tard, après tous ces événements chaotiques qui se sont passés aux États-Unis et tout, la bulle Internet, World Trade Center, après que ses plus gros clients ont fait faillite, ses plus gros clients l'ont abandonné. Donc, des décennies plus tard, genre 90% des personnes qui étaient autour de lui avaient tous fait faillite, sauf lui et une poignée d'autres. Donc, pour vous dire à quel point celui que tout le monde disait qui était mauvais CEO, à la fin, il est devenu un bon CEO. Et là, il a lancé le fonds d'investissement A16Z avec Mark Andreessen, son ami, qu'ils ont rencontré. Et ils font des dingueries dans la Silicon Valley. Ils sont derrière beaucoup de licornes. Airbnb, Deal,
Uber, beaucoup, plein de licornes. Et c'est pour vous dire à quel point les gens peuvent s'améliorer. Et c'est bien. La misère d'être CEO, le struggle. Déjà, avant de commencer cette partie, pour moi, c'est ma partie préférée du livre. Déjà, le struggle, c'est quoi? Struggle, c'est un mot en anglais pour dire lutte, un peu la bataille. Et comme à mon habitude, je vais recourir à de l'anglicisme. Donc, je vais garder le mot en anglais là. Et avancer, même si je parle français dedans, je m'en fous. Ma partie préférée du livre, et je vais la relire chaque fois que je me sens down. Je vais me réécouter cet épisode de podcast. Oui, je réécoute mes épisodes. Et je vous conseille aussi. Chaque entrepreneur commence son entreprise avec une vision claire du succès. Vous allez créer un environnement incroyable et embaucher les personnes les plus intelligentes pour vous rejoindre. Ensemble, vous allez construire un produit magnifique qui ravivera les clients et rendra le monde un peu meilleur. Ça va être absolument génial. Puis, après avoir travaillé jour et nuit pour réaliser votre vision, vous vous réveillez et découvrez que les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Votre entreprise ne s'est pas développée comme dans le discours de Jack Dorsey. Jack Dorsey, c'est le fondateur de Twitter, qui a été racheté par Elon Musk. Ouais. Donc, votre entreprise ne s'est pas développée comme dans les discours de Jack Dorsey que vous avez écouté au début. Votre produit a des problèmes qui seront très difficiles à résoudre. Le marché n'est pas tout à fait là où il devrait être. Vos employés perdent confiance et certains d'entre eux ont démissionné. Parmi ceux qui sont partis, certains étaient très intelligents, ce qui laisse les autres se demander si cela vaut la peine de rester. Vous êtes à court de liquidité et votre venture capitaliste, donc capital risqueur, vous dit qu'il sera difficile de lever des fonds en raison de l'imminente catastrophe économique en Europe. Vous perdez une bataille contre un concurrent, vous perdez un client fidèle, vous perdez un excellent employé, les murs commencent à se refermer sur vous. Où avez-vous fait une erreur? Pourquoi votre entreprise n'a-t-elle pas fonctionné comme vous l'aviez envisagé? Êtes-vous assez bon pour y arriver? Alors que vos rêves se transforment en cauchemars, vous vous retrouvez dans le struggle. Le struggle, c'est quand vous vous demandez pourquoi vous avez lancé l'entreprise en premier lieu. Le struggle, c'est quand les gens vous demandent pourquoi vous ne démissionnez pas et que vous n'avez pas de réponse. Le struggle, c'est quand vos employés pensent que vous mentez et que vous pensez qu'ils ont peut-être raison. Le struggle, c'est quand la nourriture perd son goût. Le struggle, c'est quand vous ne croyez plus que vous devriez être le CEO de votre entreprise. Le struggle, c'est quand vous savez que vous êtes dépassé et que vous savez aussi que vous ne pouvez pas être remplacé. Le struggle, c'est quand tout le monde pense que vous êtes un idiot, mais personne ne vous licenciera. Le struggle, c'est quand le doute de soi devient de la haine de soi. Le struggle, c'est quand vous parlez à quelqu'un et que vous n'entendez rien de ce qu'il dit, parce que tout ce que vous entendez, c'est le struggle. Le struggle, c'est quand vous voulez que la douleur s'arrête. Le struggle, c'est le malheur. Le struggle, c'est quand vous partez en vacances pour aller mieux et que vous vous sentez pire. Le struggle, c'est quand vous êtes entouré de gens et que vous vous sentez complètement seul. Le struggle n'a aucune pitié. Le struggle, c'est le royaume des promesses brisées et des rêves écrasés. Le struggle, c'est une sueur froide. Le struggle, c'est quand vos entrailles bouillonnent tellement que vous avez l'impression que vous allez cracher du sang. Le struggle n'est pas l'échec, mais il provoque l'échec, surtout si vous êtes faible. Toujours si vous êtes faible. La plupart des gens ne sont pas assez forts. Cette partie est intense. Ça me rappelle ce que le cofondateur de Nike, Bowerman, l'un des plus grands coachs de l'histoire de la course à pied aux États-Unis, disait. Il disait, The cowards never started, and the weak died along the way. That leaves us. Us. Donc les mauviettes n'ont même pas commencé. Les faibles sont morts en chemin. Il ne reste plus que nous. Les forts, ceux qui ont survécu au struggle. Écoutez l'épisode 8 de ce podcast sur Nike, la marque d'équipementier sportif que vous avez dans votre placard. Je sais que vous l'avez quelque part. Le gars qui a créé cette entreprise, il est trop fort. Il est passé par le struggle dont on parle dans cet épisode. Vous savez que 10 ans après avoir créé Nike, il n'arrivait toujours pas à avoir un salaire décent. Il y a des moments où il travaillait à temps partiel en tant qu'enseignant. Et c'est même comme ça qu'il a rencontré sa femme. Il était enseignant à l'université pour faire un peu de sous. 10 ans.
Mais une fois qu'il a réussi à trouver le truc, il est passé par de ces difficultés. Les 3/4 du livre, c'est lui en train de raconter le struggle dont on parle dans cet épisode. C'est lui en train de raconter comment son ventre, ses entrailles bouillonnaient. Il avait développé des réflexes. Genre, quand on lui annonçait une mauvaise nouvelle dans son entreprise, il se serrait fort. Il se prenait lui-même dans ses bras. Et il se serrait fort pour gérer la douleur vous savez, gut feeling dans les intestins, ça lui faisait mal, ça bouillonnait, il s'arrêtait comme ça. Et il a eu des mauvaises nouvelles. L'État, les banques, il a été banni des banques. Les banques à l'époque aux États-Unis n'étaient pas aussi sympas que maintenant. L'État a essayé, des personnes dans le gouvernement ont essayé de tuer son business. Son fournisseur, son seul et unique fournisseur, l'a laissé. Alors qu'il était un bon revendeur, ils l'ont laissé là sans rien. Il a dû trouver une solution pour se démerder. Bref, un tas de difficultés. Écoutez l'épisode. Maintenant, revenons sur le struggle. Je vous ai raconté son petit poème sur le struggle. Maintenant, il termine son poème en disant: tous les grands entrepreneurs, de Steve Jobs à Mark Zuckerberg, sont passés par le struggle. Et ils ont bel et bien lutté. Donc, vous n'êtes pas seul. Mais cela ne signifie pas que vous réussirez. Il se peut que vous n'y arrivez pas. C'est pourquoi c'est le struggle. Le struggle est là d'où vient la grandeur. Quand tu es dans le struggle, rien n'est facile et rien ne semble aller. Tu es tombé dans l'abîme et tu n'en sortiras peut-être jamais. D'après ma propre expérience, sans un peu de chance inattendue et d'aide, je me serais perdu. Alors, à vous tous qui y êtes, que vous trouviez la force et que vous trouviez la paix. C'est ça le struggle. J'ai lancé ma start-up il y a quelques mois et je ne pense pas que je suis déjà dans le struggle. Mais je sens c'est dur, c'est difficile. Malgré toutes les biographies que je lis, les trucs, c'est pas facile. Maintenant, revenons à l'épisode Wartime CEO versus Peacetime CEO. Dans le livre, il y a un concept qui me plaît, que je trouve fascinant. Il classifie les CEO en deux catégories, le Wartime CEO et le Peacetime CEO. En fait, Wartime, c'est CEO en temps de guerre et Peacetime CEO en temps de paix. Il dit, le temps de paix en affaires correspond à ces périodes où une entreprise a un avantage considérable sur la concurrence dans son marché principal et où son marché est en croissance. En temps de paix, l'entreprise peut se concentrer sur l'expansion du marché et le renforcement de ses forces. En temps de guerre, une entreprise fait face à une menace existentielle imminente. Cette menace peut provenir de diverses sources, y compris la concurrence, un changement macroéconomique dramatique, un changement de marché, un changement dans la chaîne d'approvisionnement et ainsi de suite. Et pour vous donner un exemple, il dit ceci. Lorsque Steve Jobs est retourné chez Apple, l'entreprise était à quelques semaines de la faillite, une situation de guerre classique, donc wartime. Il avait besoin que tout le monde agisse avec une précision et suive son plan à la lettre. Il n'y avait pas de place pour la créativité individuelle en dehors de la mission principale. En revanche, alors que Google dominait le marché de la recherche, la direction de Google encourageait l'innovation en temps de paix, en permanent, voire en exigeant que chaque employé consacre 20% de son temps à ses propres projets. Ça, c'est vraiment les temps de paix, comme on voyait dans Google. Pour mieux comparer les deux, voici d'autres exemples. Et je vous laisse écouter et dites-moi dans les commentaires quel genre de CEO vous pensez que vous serez si vous dirigez une entreprise. Ou bien quel genre de CEO vous êtes en ce moment. Le Peacetime CEO sait que suivre le protocole correctement mène à la victoire. Le Wartime CEO enfreint le protocole pour gagner. Le Peacetime CEO se concentre sur la vision d'ensemble et donne à son équipe le pouvoir de prendre des décisions détaillées. Le Wartime CEO se préoccupe du moindre grain de poussière si cela interfère avec la mission principale. Le Peacetime CEO considère la concurrence comme d'autres navires dans un vaste océan qui pourrait ne jamais se croiser. Le Wartime CEO pense que la concurrence est en train de s'infiltrer chez elle pour kidnapper ses enfants. Le Peacetime CEO cherche à étendre le marché. Le Wartime CEO cherche à conquérir le marché. Le Peacetime CEO n'ose pas la voix. Le Wartime CEO
parle rarement sur un ton normal. Le Peacetime CEO travaille à minimiser les conflits. Le Wartime CEO accentue les contradictions. Le Peacetime CEO forme ses employés pour assurer leur satisfaction et leur développement de carrière. Le Wartime CEO forme ses employés pour qu'ils ne se fassent pas descendre au combat. Le Peacetime CEO a des règles comme nous allons sortir de toutes les activités où nous ne sommes pas numéro 1 ou 2. Le Wartime CEO n'a souvent aucune activité où il est numéro 1 ou 2 et n'a donc pas le luxe de suivre cette règle. Ça, c'est clair. Avec ça, je pense que vous voyez, vous comprendrez la différence entre les deux types de CEO. Steve Jobs, par exemple, Elon Musk, Bill Gates, c'était les Wartime CEO. Quand on lit leur biographie, c'était des guerriers. Et jusqu'à présent, même Elon Musk, c'est un fou. Écoutez l'épisode que j'ai fait sur lui. Je sais même plus c'est quel épisode déjà. Ouais, l'épisode 21 de ce podcast. Le lien dans la description de cet épisode. Maintenant, la partie pour tous mes vrais, ceux qui restent jusqu'à la fin de l'épisode, de chaque épisode, ça, c'est votre partie spéciale pour vous. Les leçons. Il y a plusieurs leçons dans le livre, déjà. Le livre, en fait, c'est un livre qui est rempli de leçons qu'il a accumulées pendant des dizaines d'années d'entrepreneuriat. Je vous conseille vivement de l'acheter. Encore une fois, le lien est dans la description de cet épisode. Et utilisez mon lien, s'il vous plaît, pour aider le podcast. Comme je disais, il a mis des tonnes de leçons. Des leçons qui vont de quel employé, quelle personne tu dois employer, vers est-ce que tu dois débaucher un employé d'un de tes amis, l'entreprise d'un ami, est-ce que tu dois gérer, comment tu dois gérer quand tu as besoin d'investissement, comment tu dois gérer des crises existentielles, tout ce genre de trucs qu'il a mis dans le livre. Mais j'ai pris quelques petites leçons pour l'épisode. Oui, parce que je ne peux pas tout mettre dans le podcast, ça ne se fait pas, droit d'auteur et tout, et le podcast serait extrêmement long. Oui, 4 leçons pour aider les CEO. Voici 4 points. Si vous êtes CEO, si vous voulez être CEO, il dit ne porte pas tout sur tes épaules, partage le fardeau avec ton équipe. S'il y a une difficulté qui vient dans l'entreprise, tu n'es pas seul. Tu peux écouter ça, mais il dit dans le livre que la plupart des gens ont tendance à prendre sur eux et dire que non, je suis le patron et puis je vais gérer et puis je ne dis rien aux autres. Non, il dit partage le fardeau avec ton équipe, transmets la mauvaise nouvelle. Puis deuxièmement, il dit joue assez longtemps et tu pourrais avoir de la chance. Ce qu'il veut dire par là, c'est que ceux qui réussissent très souvent sont ceux qui restent le plus longtemps dans la partie. Au début, vous pouvez échouer, mais si vous optimisez vos process pour pouvoir vivre assez longtemps, pour que l'entreprise vive assez longtemps, la chance peut vous trouver en chemin. Et puis vous pouvez avoir un boum, vous explosez. Il dit aussi, ne le prends pas personnellement, ce n'est pas entièrement de ta faute. Si une difficulté arrive dans ta boîte ou dans ton entreprise, faut pas te culpabiliser. Souvent, il y a, comme ils disent en anglais, shit happens. Il y a souvent des choses imprévisibles qui arrivent. Il y a même je suis en train de lire un livre actuellement qui s'appelle Anti-Fragile. Et il y a ce qu'ils appellent le signe noir. C'est-à-dire des événements que personne n'aurait pu prédire, mais qui causent des dégâts graves. Et c'est des trucs qui arrivent. Et dans le livre, je vous partage un peu ce qu'il dit dans le livre qui est très drôle. Il dit dans le livre, par exemple, que les dindes aiment les bouchers. Si vous êtes une dinde ou un poulet, vous allez aimer le boucher, vous allez penser que le boucher vous aime parce qu'il vous nourrit tous les jours de l'année. Le lundi, mardi, dimanche, même les jours fériés, il vous nourrit. Mais, sauf que si vous n'avez connu que le bon côté du boucher qui vous nourrit, vous direz que mais les bouchers sont des gens fantastiques. Mais il y a un signe noir qui arrive, c'est-à-dire le jour de Noël, le jour du Nouvel An. Quand les dindes et les poulets se font égorger pour être servis comme nourriture à des clients ou vendus par le boucher. Donc c'est un peu ça, des événements que la dinde n'a aucun moyen de prédire, ne connaît pas compter les jours du calendrier pour savoir qu'aujourd'hui c'est la Saint-Valentin ou bien c'est Noël ou c'est quand. Il sait juste que tout marche bien jusqu'à ce que un jour tout marche mal. Et bon, c'est un peu un exemple un peu bon, dans le livre il le dit mieux, mais voilà. Un autre, le dernier point qu'il dit parmi les 4 leçons qu'il a pour les CEO, il dit si tu veux être grand, c'est le défi. Si tu ne veux pas être grand, alors tu n'aurais jamais dû créer une entreprise.
Il dit ça pour les gens qui se plaignent. Quand tu crées ta boîte, tu dis c'est difficile. Il n'en a rien à foutre. Il dit si tu veux être grand, c'est ça le défi. Mais si tu ne veux pas, tu n'aurais jamais dû. Dégage. En gros, voilà. Il y a aussi un truc qu'il dit. Être un CEO, c'est rempli de solitude. It's a lonely job. Il dit, dans vos moments les plus sombres en tant que PDG, discuter des questions fondamentales sur la viabilité de votre entreprise avec vos employés peut avoir des conséquences négatives évidentes. D'un autre côté, parler à votre conseil d'administration et à des conseillers extérieurs peut être inutile. L'écart de connaissances entre vous et eux est si grand que vous ne pouvez pas vraiment les mettre à jour d'une manière qui soit utile pour prendre les décisions. Vous êtes totalement seul. Ce paragraphe dit tout. Je n'ai même pas expliqué. Une autre leçon. Il dit, si vous devez lever les fonds, il faut faire comme lui en fait. Il dit, pendant cette période, j'ai appris la règle la plus importante pour lever des fonds en privé. Donc private equity funds avec venture capitalist, les capital risqueurs. Il dit, cherchez un marché d'un seul. Vous n'avez besoin que d'un seul investisseur. Vous n'avez besoin qu'un seul investisseur vous dise oui. Donc, il vaut mieux ignorer les 30 autres qui ont dit non. En gros, c'est ça. Ne vous découragez pas. Dans l'épisode 11 que j'ai fait sur la PayPal Mafia, les gars de PayPal, quand ils construisaient ce que PayPal est devenu aujourd'hui, une licorne, décacorne qui vaut tellement, il y a une centaine d'investisseurs qui leur ont dit non. Genre une centaine. Le seul investisseur qui leur a dit oui, c'était Nokia. Et Nokia n'était pas du tout les investisseurs sexy à l'époque. Ils avaient juste lancé un fonds d'investissement juste pour voir ce que ça donne, quoi. Parce que tout le monde investissait dans les startups. Et du coup, eux, ils sont allés vers Nokia comme dernier recours. À l'époque, Nokia était un géant, mais Nokia était tout petit dans le monde du venture capital. Donc, il n'était pas un investisseur très sexy, quoi. Et une fois que Nokia a dit oui, il y en a qui ont suivi. Pareil pour Criteo. Quand ils cherchaient à faire leur deuxième levée de fonds, tout le monde leur disait non. Jusqu'à ce qu'un investisseur anglais leur dise oui. Et les autres ont suivi. Bref, c'est assez récurrent dans ces livres d'entrepreneurs. Une autre leçon encore, il dit « Les gens me demandent toujours quel est le secret pour être un bon CEO à succès. Malheureusement, il n'y a pas de secret. Mais s'il y a une compétence qui se démarque, c'est la capacité à se concentrer et à prendre la meilleure décision quand il n'y a pas de bonnes options. Ce sont les moments où l'on a le plus envie de se cracher ou de mourir, permettent de faire la plus grande différence en tant que CEO. » Donc voilà son conseil. Bon, allez, encore une fois, je vous conseille d'acheter le livre. Lien dans la description et utilisez mon lien s'il vous plaît. Et je vous souhaite bon courage dans votre struggle. Ciao. Bravo, vous avez terminé cet épisode du podcast des héros. Merci de le partager avec 2 personnes de votre entourage. Donnez-lui une note de 5 étoiles et rajoutez un gentil commentaire pour que l'algorithme puisse le proposer à un maximum de personnes. Et suivez-moi sur les réseaux sociaux pour rester à jour. Merci.